On est là pour parler de comment on fait du GitOps en 2022 et on va se focus sur un outil, une suite d'outils qui s'appelle Argo. Je m'appelle Pablo Lopez, je suis CTO chez Whiscale, mais vous n'êtes pas là pour mon pédigré, vous êtes là pour parler d'Argo, donc on verra ça un peu plus tard. Pourquoi ce slot ? En fait, depuis l'hégémonique Jenkins, on peut dire que, point de vue CI/CD, c'est un peu la guerre. Il y a du drone, il y a du concours, il y a du Argo, il y a du Flux, et ainsi de suite. Et bizarrement, Argo, ça a été un des outils qui a le plus fédéré derrière lui. Alors sûrement dû à l'attraction de Kubernetes. Et donc, je me suis dit que s'il était temps de s'y intéresser. En plus, il y a quelque chose qui m'interpellait un peu, c'est généralement on a tous, quand on travaille sur Kube, des clusters de dev, des clusters de staging, qui passent leur temps à peu près à rien faire, et on pourrait utiliser la CI/CD directement au sein du cluster Kube, histoire d'utiliser cette puissance, quoi. Dernier avantage de dire je vais mettre ma CI/CD au sein de mon cluster, c'est je vais pouvoir centraliser un peu tout ce qui est gestion des namespaces, gestion des rôles et des accès, les requests, les limites. Je vais pouvoir définir des zones projet où je vais avoir à la fois mon cluster de test et staging, mais aussi ma CI. Et donc, je vais pouvoir, si je suis dans ce mode-là, refacturer à mes entités projet une seule instance de compute et pas un petit bout de GitLab CI, un petit bout de GitHub Action et ainsi de suite. Mon but quand j'ai fait ce slot, c'est de ne plus jamais taper une seule commande kubectl dans les équipes de dev. On verra que je ne suis pas complètement arrivé, mais on n'est pas loin. Et puis, donc on va faire un peu de théorie. Il y a quelques slides, pas beaucoup. Mais on va faire beaucoup de démos, si ça marche, en croisant les doigts, tout ça. Et du coup, pour vous réveiller, si une démo marche, n'hésitez pas, vous rapprochez vos deux mains comme ça. Ça fait du bruit, c'est cool, ça m'encourage, et puis peut-être que la démo d'après marchera encore mieux. Donc, n'hésitez pas. Alors, on commence par une présentation du petit poulpe orange, la galaxie Argo. Argo, en fait, c'est 4 projets. 4 projets qui sont indépendants, Workflows, Rollout, CD, Events. Chacun de ces projets a un but et un seul, et il le fait plutôt bien. Quand on regarde un peu comment ça se passe, donc c'est des projets open source, hébergés sur GitHub. Il y a un projet par composant. Ils ont tous des cycles de vie différents, des équipes de maintenance différentes. Il y a un projet commun avec un peu de tooling autour. Mais en gros, si je veux déployer un seul de ces projets et utiliser un seul de ces outils, c'est possible. Comme beaucoup d'outils de la galaxie Cube, c'est écrit en Go. Ça va permettre de rajouter, on verra, des custom resources dans votre cluster Kubernetes. Et puis, du coup, Go, c'est le langage de prédilection. Dernier point, c'est un projet qui est graduated de la CNCF, donc la Cloud Native Foundation. Et donc, c'est un projet qui a une forte traction, une forte visibilité. Je vais tout de suite déminer une question. Il y a un deuxième projet dans ce même écosystème qui s'appelle Flux. Il est question depuis des années que les deux convergent pour finalement n'en faire qu'un parce que c'est un peu bête de reproduire les erreurs du passé. Mais en fait, pour l'instant, c'est pas fait. Et donc, on ne parlera pas de Flux. Comme on a pas mal de temps, si je vais trop vite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à secouer la main en l'air et à poser des questions. Si on attend 2 heures pour les questions, peut-être que vous aurez oublié ce que vous vouliez dire. Donc, je me suis créé une infrastructure de base qui est celle-ci. Pour des raisons de simplicité, je vais utiliser GitLab en mode SaaS. J'aurais pu utiliser un GitLab hébergé si j'avais été jusqu'au bout de la démarche. Là aussi, pour des raisons de facilité, je vais utiliser le DNS de Amazon, Route 53, parce qu'on avait déjà notre domaine qui était hébergé, qui était géré, c'était extrêmement simple de le faire.
Ce DNS va pointer sur un load balancer qui est chez Scaleway, et le reste de l'infrastructure est chez Scaleway. Donc un load balancer qui est branché sur Capsule. Capsule, c'est le Kubernetes hébergé chez Scaleway. Et un conteneur registry qui, j'espère, va marcher, puisque ce matin, il était dans les choux, et donc s'il ne marche pas, c'est la misère. Et la prochaine fois, je le mettrai chez Google. Voilà. Ça, c'est dit. S'il y a des gens de Scaleway dans la salle, bien à vous. Donc j'ai créé tout ça en avance de phase, avec un collègue terraformeur de la mort. Donc on a popé des clusters à la volée. Le seul truc qui n'est pas dynamique, c'est le route 53, pour des raisons pratiques, parce qu'en fait, le load balancer Scaleway ne se déclenche que quand on installe l'ingress. Donc il y a des histoires d'œufs et de poules qui sont un peu complexes à gérer avec Terraform. On va faire tout ça en 4 étapes. Amener ma CI/CD au sein de mon cluster et puis jamais taper une ligne de kubectl. Il y a 4 étapes. À chaque étape, un peu de théorie et une bonne dose de pratique, si ça marche. L'idée, c'est en fait, je vais décomposer chacun des projets pour vous montrer. On pourrait aller beaucoup plus vite. On pourrait aussi passer 2 heures ou 3 heures sur chacun des projets, donc on sera sur du survol. Je vous invite à aller creuser. Les docs sont plutôt pas mal faites. Attention, certaines équipes, en particulier Argo Events, ont tendance à pousser sur le latest des trucs qui ne marchent pas complètement. Donc si vous partez à utiliser Argo, pensez bien à fixer vos versions, sinon ça peut faire des trucs assez drôles. La première chose que je vais vouloir faire, c'est relier mon GitLab SaaS à mon cluster. Donc que quand je fais un commit dans mon GitLab, il y a un événement qui soit propagé jusqu'à mon cluster, pour ensuite déclencher encore d'autres choses. Et ça, c'est Argo Events. C'est facile. Argo Events, c'est 3 composants principaux. Des sources, donc des sources d'événements, des sensors, qui vont permettre de réagir à ces événements, et des triggers, qui vont permettre de déclencher des actions. On a de base un grand nombre de sources qui ne sont pas genrées par les différents cloud providers. On a aussi bien de la AWS que de l'Azure, que du GCP, que les projets de la CNCF, et ainsi de suite. Et naturellement, ici en haut, on va retrouver GitHub, GitLab, Bitbucket. Donc vous avez directement un objet qui permet de créer une source vers GitLab. Donc ça, c'est cool. Et puis dans les triggers, c'est pareil, je peux envoyer des messages, je peux déclencher des PodCubes, je peux interagir avec mon cluster, je peux interagir avec un autre cluster. Bref, j'ai déjà tout un outillage qui permet d'avoir un set complet d'outils. Et en plus, bien sûr, c'est extensible. Donc vous pouvez créer vos propres sources et vos propres triggers au cas où vous ne trouveriez pas votre bonheur. Juste un rapide zoom sur l'architecture parce qu'on va le voir se déployer. En fait, quand vous installez Argo Events, il y a 3 principaux outils qui sont les contrôleurs. Donc, un Event Source Controller qui va vérifier que les sources sont actives ou pas. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose? Il va poster un message dans un bus de messages. Par défaut, c'est NATS, là encore, projet de la CNCF. Ça pourrait être un Kafka, ça pourrait être un Pulsar, ça pourrait être ce que vous voulez. C'est à vous de l'installer. On a un contrôleur qui va surveiller le bus, qui va vérifier qu'il y a des messages qui circulent. Et un sensor controller qui va dire « Ah, ce message, il est pour moi, je le prends et je déclenche mes actions. » Donc une vraie architecture événementielle directement au sein de votre cluster. Donc là, on va l'utiliser pour faire du Git. Je pourrais très bien réagir à n'importe quel événement. Une image est postée dans un S3, hop, je fais quelque chose sur mon cluster. Donc je vais avoir la même mécanique que je retrouve chez les grands cloud providers, AWS, GCP, et ainsi de suite, mais je vais pouvoir l'amener au sein de mon propre cluster. Alors là, c'est un peu dense, c'est la première partie, il va falloir s'accrocher un peu, il y a un peu de théorie.
Pour pouvoir vous open sourcer mon code, j'ai eu besoin d'installer un produit de Bitnami qui s'appelle Seal Secret. Pourquoi? En fait, pour que mon cluster puisse interagir avec GitLab, avec mon registry qui sont privés, j'ai besoin d'avoir des credentials. Ces credentials, je n'ai pas envie de les committer en clair sur mon GitHub ou sur mon GitLab. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé Seal Secret. Seal Secret, c'est quoi? C'est un contrôleur qui vient se mettre au sein de vos clusters Kubernetes, qui gère une master key qui permet de chiffrer, via une ligne de commande, vos secrets. Donc en fait, je vais chiffrer mes secrets, les publier, et seul mon cluster, puisqu'il possède la master key, pourra déchiffrer les secrets. Donc je peux aller publier des secrets, des mots de passe, ce que je veux, sur Git, sur GitHub, les partager où vous voulez. Le seul qui peut décrypter ces secrets, c'est mon cluster, puisqu'il possède ma master key. Alors là encore, problème d'œuf et de poule, la master key, vous la mettez au coffre, et puis chaque fois que vous avez besoin d'un nouveau cluster, vous réinstallez la master key et vous pouvez déchiffrer vos secrets. Dernier étage de la fusée, après promis, j'arrête de parler. Enfin non, j'arrête de montrer des slides. Depuis Kube 1.21, le démon Docker n'est plus présent sur les nœuds. Donc vous ne pouvez plus faire du Docker in Docker, faire des builds d'images directement sur votre cluster Kube en utilisant le démon Docker. Donc il y a deux solutions. Moi j'ai pris celle de Google qui s'appelle Canico, là encore projet open source. Vous avez peut-être entendu parler de Podman. C'est deux outils qui permettent de construire des images Docker sans avoir élévation de privilèges, sans avoir accès à la socket, sans avoir tout ce qui faisait la magie de Docker in Docker. Comment ça marche? Très simplement, il prend le Dockerfile, il va analyser chaque étape, et puis pour chaque instruction, en fait, il va exécuter l'instruction, il va faire un snapshot du file system, et il va ajouter un layer. Une image Docker, c'est construit de layers, d'un empilement de layers. Et en fait, à chaque fois, on va faire ça, et à la fin, on va sauvegarder l'image, on supprime l'image from, et on la push. Et ça se passe dans le namespace de l'utilisateur. Donc on n'a plus besoin d'avoir des privilèges élevés. C'est bon? Jusqu'ici, tout va bien? Vous voulez une démo? Prenez du café. Hein. Ouais, alors on va faire notre premier build. Donc le code couleur va se retrouver sur les différents slides parce qu'à un moment ça ne tenait plus, donc j'ai été obligé de simplifier, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc via mon GitLab, je vais committer et pusher des modifications. Via un hook, je vais exposer mon hook par mon Route 53, par mon load balancer, par un ingress Nginx. Jusque-là, c'est assez classique. Et puis derrière, donc, je vais rentrer à l'intérieur de ma mécanique Argo Events. Argo Events, je rappelle, en fait, on va avoir un certain nombre de custom resource definition, donc des objets de haut niveau Kubernetes. Et je vais avoir mon webhook, un sensor qui va l'intercepter et un trigger qui va déclencher mon build Canico. Au-dessus de ça, j'ai mon NATS qui va faire circuler les messages. On le verra qu'une fois, je vous promets, je ne vous embête pas avec. Et puis, deux secrets qui sont scellés. Le GitLab Access pour accéder au GitLab et le registry pour accéder au Docker Registry. Et du coup, on y va et on croise les doigts. Donc j'ai scripté ma démo, vous avez l'impression que je tape, mais je ne tape pas. Donc j'avais déjà créé un premier namespace Brestcamp Tools. Donc je vais mettre tout mon tooling dans ce namespace-là, pour bien l'individualiser. Première étape, j'installe Argo Events. Argo Events, on peut l'utiliser, on peut l'installer en Helm. J'ai choisi de l'installer en YAML pour bien décomposer, bien voir les différentes étapes. On voit, on a les Custom Resource Definition qui s'ajoutent tout au début avec Event Bus, Event Source, Sensors, et puis tout un tas de services liés à la sécurité. Argo Events ne peut pas manipuler tous les objets du cluster, il ne manipule que les objets auxquels il a droit, et que les namespaces auxquels il a droit. Hop. Donc, quand on aime le YAML, on voit c'est un bon gros pavé
C'est pour ça que Helm, c'est quand même plutôt cool, mais j'avais besoin de le faire à la main. Donc je vais regarder les CRD. Donc les CRD installés, j'ai bien mes 3 CRD, mes 3 types dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont me permettre de manipuler des éléments de langage de haut niveau. Je vais installer NATS. NATS, je ne m'embête pas, j'ai pris l'installation native qui est dans les exemples de Argo Events. Pas de prise de tête. J'ai créé mon event bus. Donc j'ai mes CRD, mon event bus. Hop. Donc quand je regarde ce qui se passe, j'ai bien mes 3 nœuds d'event bus qui sont en train de démarrer là. Event bus stan. Stan, c'est NATS à l'envers. Je vais en avoir 3, un sur chaque nœud, en réplica 7. Et j'ai bien mes 3 objets dont je parlais. Un contrôleur pour l'event bus, un contrôleur pour les sources et un contrôleur pour les senseurs. Mes sealed secrets, donc je vais déployer mon secret. Comme j'ai la bonne clé, ça marche. Je vous montre la tête que ça a. Donc ça, c'est publié sur mon Git. Je retrouve bien la notion de secret. C'est un objet spécifique à Bitnami qui s'appelle le sealed secret. J'ai mes différentes keys et j'ai des valeurs chiffrées. Donc, a priori, vous ne pourrez pas les utiliser. L'email de mon utilisateur, vous ne le connaîtrez pas. Sauf si vous avez accès à mon cluster, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait? En fait, le contrôleur attrape ce sealed secret et il va me créer un vrai secret en mode objet Kubernetes secret. Donc là, si je vais aller l'ouvrir, j'aurai un chiffrement en base 64, donc vous pourriez le décoder et trouver mon token, mon utilisateur et ainsi de suite. Allez, on va commencer à faire des choses. Donc on va créer un event source, donc un GitLab event source. J'ai un event source, je crée un ingress, il faut que mon event source soit visible depuis GitLab SaaS. Donc il faut que je l'expose via un ingress. Quelle tête ça a, cette chose? Donc j'ai bien un CRD qui vient de Argo Projet. C'est un event source, il a un nom, super. Je vais lui demander de l'exposer sous forme de service. Là encore, hein, que du très classique chez Cube. Et puis, je vais lui donner mon projet et le endpoint qu'il doit exposer. Donc ici, le webhook.ingress.wishare.aws.whiskel.fr, c'est l'URL de mon ingress. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir appeler mon ingress. Et je vais lui demander de me forward les éléments de type push et de type tag sur une branche particulière qui s'appelle BZH, qui s'appelle Braze. Je lui file mon access token et on retrouve le nom de mon secret, GitLab Access. Blablabla, ça c'est mon ingress, rien de spécifique, c'est du Nginx. Hop, voilà, mon ingress est exposé, tout va bien. Hop. Ce qu'on voit, c'est que directement, au niveau de GitHub, il m'a créé un hook, ici, qui réagit sur push event et tag event. Et j'ai viré le SSL parce que je n'avais pas le temps de le faire proprement. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ok, donc je vais prendre l'autre bout maintenant. Donc je vais installer mes Docker Credentials pour accéder à mon registry. Même délire, tout va bien. Maintenant, je vais faire un sensor. Donc j'avais un événement, un capteur d'événements, tout seul, il ne fait rien. C'est-à-dire, il envoie des messages dans un bus et il ne se passe rien. Maintenant, mon sensor, en fait, je vais lui déclarer un event source. Donc, il va réagir à tous les messages qui viennent de l'événement GitLab. Et le nom de l'événement, c'est full GitOps. Je pourrais avoir un event trigger qui envoie plusieurs types d'événements. Moi, j'ai choisi d'en envoyer qu'un. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un build Canico. Et en fait, on va juste faire un echo payload, quoi. Bêtement, on va dire, vas-y, je veux juste exposer une variable
Et quelle est cette variable? C'est le contexte de GitLab. Alors attention les yeux, ça pique, c'est du Go. Donc j'ai du templating qui me permet de récupérer au sein de l'événement envoyé par GitLab le nom du projet, le nom du commit, le nom de la branche. Bref, ça c'est très mal documenté et il faut avoir un peu de courage. Mais ça marche bien, une fois que c'est fait. Hop. Donc, j'ai une application. Attention, grosse application. Donc, un Dockerfile qui prend une alpine, qui rajoute le fichier texte et qui fait un cat dessus. Le fichier texte, pour l'instant, il y a version 1.0 dedans. Et je vais le committer. Pouf. Ah ouais, si je ne l'ai pas mis. Hop. Excusez-moi. On va tricher. Ça marche, c'est l'effet démo. Ok. J'ai un peu triché. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander les logs de mon event source. Dans mon event source, qu'est-ce que j'ai? En dernière ligne ici, j'ai reçu un nouvel événement, je le dispatch, donc je l'envoie dans le bus. J'ai bien réussi à envoyer mon événement dans le bus. Donc c'est un événement GitLab, full GitOps. Donc il va être attrapé de l'autre côté, si tout va bien. Donc je vais aller regarder les logs de mon sensor. Et dans mon sensor, j'ai réussi à attraper le message qui vient de Nats. Je crée un objet qui est mon conteneur qui fait écho. Ok, j'ai réussi à faire mon conteneur écho, j'ai processé mon trigger. Tout va bien. Donc si je regarde les pods, j'ai bien un pod echo payload, donc ce que je lui ai demandé de démarrer, qui a démarré il y a 54 secondes et qui est complete. Et si je lui demande les logs de ce pod, j'ai bien mon contexte Git avec le GitLab, le nom du GitLab, la référence de la branche et le chat du commit. Vous pouvez... Non ? Allez, soyez cool. Il y en a une qui marche, c'est déjà pas mal. On continue. Donc ça, c'était quand même un peu bête et méchant. On va prendre un peu d'avance, on va installer Argo Workflow. Argo Workflow, c'est pareil, des Custom Resource Definition, des airbags et ainsi de suite. Pourquoi j'installe Argo Workflow? C'est qu'en fait, il y a une UI qui vient avec Argo Workflow qui contient Argo Events. Donc si on n'utilise que l'UI, il ne trouve pas les CRD, donc ça fait plein de messages d'erreurs moches. J'aurais pu le faire, mais je ne vais pas le faire. Donc je prends un tout petit peu d'avance et j'utilise Argo Workflow et un ingress. J'ai installé, il est unchanged parce que je l'ai installé avant, parce que j'ai un certificate manager. Si je le fais en live, le certificate manager met trop de temps à répondre et du coup vous avez une page moche. Donc je l'ai mis un peu en avance. Donc je vous fais un petit coup, on ne va pas faire que de la ligne de commande, je vous rassure. Voilà. Donc j'ai une UI qui ressemble à ça, et j'ai un joli diagramme qui m'explique que j'ai un hook qui est de type GitLab, qui s'appelle GitLab, qui va envoyer ça dans un sensor, GitLab Sensor, là on ne voit pas bien, il y a des lignes entre les deux, et qui va me déclencher un Canico build. Okay. Et mon Canico build, on voit ici en bas, c'est un événement K8S, donc il va créer un pod. Et on verra que tout ça, on va le faire évoluer, on va le faire changer. Je ne vais pas rentrer dans l'UI, mais vous avez toutes les sources qui sont listées là, tous les sensors qui sont listés là, et on verra la suite un peu plus tard. Cool. Donc maintenant, on va vérifier quelle tête a l'image que j'ai poussée sur Scaleway. Donc là, on commence à rigoler, en espérant que ça marche. Ouh, cool. Donc j'ai une version 1.0, c'était pas la bonne version, mais c'est pas grave, c'est Scaleway qui n'a pas réagi.
on va faire avec. Donc maintenant, je vais faire mon premier build avec Canico. Donc je crée mon sensor, je vais le lancer comme ça au moins il s'exécute en arrière-plan, et après je vous explique ce qu'on a fait. Donc je vais mettre bienvenue à Rennes dans mon projet, dans mon fichier, faire un touch, faire un commit. Le one-liner de la mort, vous oubliez, c'est juste pour la démo. Mais en gros, l'idée c'est, je fais un commit, donc normalement je vais réagir. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, j'ai changé mon echo, mon fameux echo, par un build Canico. Donc Canico, hop, c'est un projet Google, donc il est disponible sur le Google Registry. Il y a une version latest, il y a une version debug, j'ai pris la version debug, et en fait je vais lui passer mon contexte, donc le contexte d'exécution courant, le pass de l'application que je veux construire, chez moi c'est dans /app, le Dockerfile, il s'appelle Dockerfile, ça tombe bien, et la destination vers laquelle je vais pousser. Donc je vais pousser vers bzh-app latest, dans le registry Scaleway, avec une verbosité, et je monte mon Docker secret et mon guide password. Donc j'ai les mêmes volumes, là où j'ai mes secrets, je les monte directement dans mon pod Canico. Voilà, mon Docker Registry Credentials. Et puis je vais lui passer la même chose pour l'instant. Donc ça a dû s'exécuter. Hop. Donc, si tout va bien, dans les logs, j'ai de nouveau réussi à publier un événement. 8h29, ça doit être celle-là. Parfait. J'ai bien réussi à déclencher le trigger. Et du coup, je dois bien avoir un build qui s'est exécuté. Donc j'ai bien process le trigger ici. Donc, si tout va bien, je devrais avoir un pod qui s'appelle Canico Build, qui est en phase succeed. Donc on va espérer qu'il... Ouh, dis donc, Scaleway a réagi avec célérité. Donc il est build il y a 98 secondes. Donc normalement, si je pull mon image, elle devrait être à jour avec le bienvenue à Rennes. Si tout va bien. Cool. Donc j'ai bien mon version 1.0.x, bienvenue à Rennes. Ah, merci. C'est gentil. On va juste aller voir les logs. Je suis désolé, je vous réveille parce que sinon je sens que vous n'êtes pas là. Les logs, je l'ai mis en debug, donc j'ai bien des logs Canico. On voit bien qu'il a commencé à construire son contexte dans /app. Donc le build context, c'est ce qui va pooler de GitLab. Il trouve bien le app test.txt. Il va copier le fichier comme on lui a demandé. Donc le add dans le Dockerfile, hop, il le fait. On voit qu'il map le stage et qu'il sauve l'image. Et après, il pousse vers Scaleway. OK? Et c'est la fin de l'étape 1 qui s'est pas si mal passée. On va continuer. Donc ça, c'est quand même... J'ai un embryon de CI, c'est-à-dire que je peux pousser des images vers un conteneur. Mais bon, j'ai une seule étape, donc je suis un peu embêté. Si je dois faire du test, par exemple, ça pourrait être pas mal, je ne vais pas pouvoir. Hop, on va nettoyer un peu tout ça. Pouf, pouf. Et on repasse ici. Donc on va faire une vraie CI. Pour faire une vraie CI, on va utiliser un deuxième projet qui s'appelle Argo Workflows. Argo Workflows, c'est un moteur de workflow. Donc, on va pouvoir imbriquer des étapes, commencer à faire plusieurs tâches, plusieurs étapes les unes à la suite des autres. Et là encore, ce n'est pas lié à ma CI. Si j'ai besoin d'un moteur de workflow au sein de mon cluster cube, je peux prendre Argo Workflow tout seul et l'utiliser. Comment ça marche? Là encore, même genre de principe que Argo Events. On va avoir une API et donc réagir à un certain nombre de CRD. On a un workflow controller qui va faire la police et la fameuse Argo UI qu'on a vue juste avant. Donc le workflow controller, qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer des jobs et récupérer les différentes étapes. Qu'est-ce que c'est qu'un workflow? En fait, un workflow, il y a un pod par étape. On va le voir. Donc pour une étape, je crée un pod.
Et en fait, ce pod, il va contenir majoritairement un seul conteneur, le main conteneur, c'est lui qui va exécuter l'étape. Mais pour des histoires de synchronisation, il va avoir deux sidecars qui sont un init conteneur, qui va vérifier que l'étape précédente est terminée avant de lancer le pod, et un wait conteneur qui va attendre que tout le workflow soit terminé pour pouvoir récupérer toutes les logs. Donc éventuellement, si mon main conteneur se termine, je vais potentiellement plus les logs, j'ai mon wait conteneur qui va attendre que je supprime ce workflow pour pouvoir récupérer les logs individuellement de tous les pods. On peut faire des étapes unitaires, comme ça, séquentielles, et on peut faire aussi des DAG. Donc des DAG, c'est des diagrammes acycliques qui permettent de justement faire du fan-in, du fan-out, attendre plusieurs étapes, et c'est ce qu'on va voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On reprend ce qu'on a fait juste avant, et puis on installe les CRD Argo, Workflows, ça vous l'avez vu, c'est fait. Et puis en fait, on va débrancher mon trigger qui était du pur Canico, et je vais le mettre sur un workflow. Et en fait, je vais mettre mon Canico dans un workflow. Donc j'ai pour l'instant rien gagné, mais on verra que ça servira par la suite. Et donc ce qu'on a fait avant, c'est on a exposé l'interface graphique avec un Nginx controller. Hop, on repasse à la démo. Étape 2. Youpi! Et je vais arrêter de faire semblant de taper. Ça va aller plus vite. Hop. Donc on va créer mon premier workflow. Mon premier workflow, il va être extrêmement simple. D'accord? C'est un Hello World, vous pouvez tous le faire, c'est juste pour expliquer. Par contre, un élément important, c'est qu'ici, j'ai un nom généré. Donc il va générer des noms avec des préfixes. Sinon, ça veut dire que je peux soumettre mon workflow qu'une seule fois. Puisqu'il va me dire, cet objet existe déjà dans Cube, va voir ailleurs. Erreur de débutant. Qu'est-ce que je fais? Je fais un bet echo de Hello World. Plus bête, on meurt. Toujours même interface graphique, sauf que maintenant je suis dans l'onglet Workflows tout en haut, et je vois mon Hello World s'est exécuté. Je peux avoir exactement la même chose en ligne de commande. Je ne vous fais pas l'affront de vous faire vérifier. Mais donc j'ai mon workflow à une étape avec un nom généré, puisqu'il s'appelle WPWQ, et je vais pouvoir consulter ses logs. Ok, c'est cool, Hello World, tout va bien, je suis sorti du process, mon workflow est considéré comme valide. Bon, c'était pas bien compliqué. On va faire un deuxième workflow, donc un diagramme acyclique. Donc là, je peux lui dire, en fait, c'est plus des étapes, c'est un DAG. Et dans les tasks, j'ai A, B, C, D. Et B ne peut se déclencher que quand A est terminé, C ne peut se déclencher que quand A est terminé, et D ne peut se déclencher que quand B et C sont terminés. Est-ce que vous savez ce que ça va faire comme joli dessin? Un diamant, bien, il y en a un qui suit. Donc, j'ai mon démarrage là-haut, c'est mon contrôleur de workflow qui dit qu'il est en train de s'exécuter. J'ai mon A, mon B, mon C et mon D. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que A est effectué, ici, j'ai de la vraie parallélisation. Je ne sais pas qui va arriver premier, qui va démarrer premier, j'ai pas moyen. Donc, si j'ai besoin d'une dépendance forte, je suis obligé de faire des étapes chaînées. Assez simple. Truc pas mal avec l'interface graphique, c'est qu'elle fait de la concaténation de logs. Donc en fait, j'ai tous les logs de tous mes pods dans le même fichier. Donc là, je vois bien, ma first step, je fan out, donc je pars en diamant. J'ai ma second step, first branch, second step, seconde branche, okay, les deux qui s'exécutent. Et la dernière étape, je fan in. Je pourrais avoir les branches dans un autre ordre, ce ne serait pas choquant. D'accord ? Et puis, je peux aller, là c'est extrêmement simple, mais je peux avoir directement tous les logs de tous mes pods. Donc par exemple, voilà, je peux aller voir, grâce au wait conteneur, les logs du pod B, même si celui-ci est déjà done. Et donc il va attendre. C'est bon pour ça? On continue? On continue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le workflow sur notre GitLab Sensor. Donc on ne touche pas
au premier événement, qui va toujours capter le webhook. On ne touche pas au sensor en lui-même, on va juste changer le trigger. Donc le trigger, tac, je vais le déclencher comme ça, ça marche. Donc je fais un touch sur le readme, juste pour déclencher le workflow. On voit qu'il s'exécute. Et quand on regarde comment c'est fait, en fait, ici, j'ai juste changé. Ici, tout à l'heure, j'avais un execute de K8s. Maintenant, j'ai un Argo workflow. Donc, Argo Events est capable de comprendre les CRD d'Argo workflow. OK. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui demande de soumettre un nouveau job. Et donc, je vais pouvoir déterminer ici ce qu'il fait. Mon entry point, c'est un echo. Et en gros, je vais juste faire un echo de ce que GitLab lui passe. Donc j'ai exactement fait la même étape que tout à l'heure, sauf que maintenant je suis en workflow, donc je vais pouvoir commencer à l'enrichir. Oups, j'ai fait une connerie. Donc voilà, toujours l'interface graphique un peu sympa. J'ai fait un commit sur GitOps, je peux aller voir ce qui s'est passé, et du coup, j'ai bien mon workflow, et dans mes logs, j'ai bien mon contexte Git. J'ai pas beaucoup avancé, mais on y va doucement. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais avec Canico. Donc je vais brancher mon Canico dans mon workflow. Et là, pareil, on va rajouter mon bienvenue à Rennes, le pays du Brescamp. Hop. Et en attendant, on va aller voir ce que ça fait. Donc, il déclenche bien mon build qui s'appelle Parallel Trigger. J'aurais pu mettre n'importe quel autre nom. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, je vais avoir dans mon workflow un premier écho pour vérifier ce qui se passe. Je vais avoir des faux tests. Le test, c'est juste faire un cat de ce qui se passe dans le conteneur. Je vais faire mon build et je vais vérifier ce qui se passe à la fin pour savoir si ma nouvelle version a bien été poussée. La gestion des paramètres, elle est un peu complexe. Vous voyez ici, quand je récupère un paramètre de ma dépendance, je peux avoir des templates de data, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, construire des chaînes de caractères un peu complexes. Et puis, le remplacement au sein des pods se fait par du paramétrage positionnel. Donc, c'est pas terrible. Mais en gros, je vais dire, tu vas regarder dans l'objet spec le premier argument, le paramètre de 0. Et tu le remplaces. Donc, en gros, quand je remonte, il est où mon paramètre? Pardon. Voilà, il est ici. Donc il prend un paramètre et il va remplacer le GitLab context, la valeur. C'est pas super facile à débugger, c'est un peu... voilà. Donc le to be replaced là va être remplacé et après je vais pouvoir utiliser ce paramètre dans les différentes étapes du build. La cohérence entre events et workflow sur ce truc-là, c'est pas tout à fait évident parce qu'en fait, il y en a un qui s'appelle paramètre, il y en a un qui s'appelle entry, bref, c'est pas génial, mais c'est en train d'être bossé. Je retourne dans mon deuxième build. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un start, super. Et derrière, j'ai juste fait un écho pour dire que j'étais en train de tourner. J'ai testé le conteneur qui était le latest et j'ai construit la nouvelle version. J'ai aussi poussé sur latest. Et donc, le final test, c'est d'avoir la dernière version. Donc, on va voir si ça marche. Donc, j'ai bien ici mon écho du latest, version 1.0, bienvenue à Rennes. Je fais mon Canico build, qui se termine par un push. Et quand je fais de nouveau un run du latest, j'ai bien bienvenue à Rennes, le pays du Brescamp. Donc j'avance. Ouais, merci, c'est cool, vous êtes cool. Donc ça c'est bien, mais pour l'instant je push tout le temps sur latest. Maintenant ce que je vais vouloir c'est récupérer mon tag, mon SHA-1 de commit, et puis éventuellement taguer tous mes conteneurs avec un SHA-1 de commit. Donc c'est ce qu'on va faire. Il y avait une petite vérification du Docker pool, tout va bien, on est bien sur le pays du Brescamp. Donc là, je vais déployer un sensor qui retient les versions.
donc le sensor qui retient les versions. Hop. Donc là, pardon, je n'ai pas expliqué, mais je remplace à chaque fois mon objet sensor par la nouvelle version. Donc je ne les empile pas, je les remplace. Comme ils ont le même nom, quand je fais un kubectl apply, il vient se remplacer. Donc j'ai toujours... pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai toujours mon Canico, j'ai toujours mon EcoStart, je n'ai pas modifié mon workflow. La seule chose que j'ai modifiée, c'est ici, dans les paramètres que je vais extraire de ce que je reçois de GitLab. Pardon, j'ai tapé là-dedans. Je vais utiliser deux clés qui sont before and after. Before, c'est le commit en cours. Before, c'est l'état dans lequel est la branche. After, c'est le nouveau commit. Donc en fait, je vais pouvoir utiliser ça pour naviguer dans mes versions de conteneurs. Comme d'habitude, il y a des ruses. Donc en fait, je suis obligé de les déclarer en paramètres pour mon Argo Events. Et derrière, je suis obligé de les déclarer en arguments pour mes workflows. Et donc ici, je ne connais pas la valeur a priori. Mais c'est lui qui va se débrouiller pour les remplacer et dire, OK, dans les specs, je récupère les arguments. Le paramètre 1, tu vas remplacer la valeur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même pas super friendly. Parce que là, j'ai 3 paramètres, ça va, j'arrive à me débrouiller entre 0, 1 et 2. J'imagine que quand il y en a un peu plus, ça devient vite le bazar à débugger. Et derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon paramètre after, donc mon workflow paramètre, ce coup-là, pour taguer ma version. Et en fait, ça se passe ici. Donc à la place d'avoir une destination vers un registry et latest, j'utilise l'input paramètre du commit qui s'appelle after. Et donc on va rajouter bienvenue à Rennes, pays du Brescamp, et de la galette saucisse. Ça va, je ne me fais pas huer. Ça passe. Hein? C'est vrai. Bon. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On voit déjà qu'il y a un truc qui est un peu différent. C'est qu'ici, mon test conteneur, il m'a déjà lancé une étape 0. Et en fait, il va lancer une étape 0. Pourquoi? Parce que ce test va échouer. En fait, j'ai utilisé un workflow en disant je veux que tu me débugs le test conteneur, c'est fais-moi un écho du commit précédent. Et le commit précédent, il n'a jamais été tagué. Je ne l'ai jamais déployé. Donc dans mon registry, il ne va pas le trouver. Donc je vais avoir une étape qui va être en échec, ce qui va planter l'intégralité du workflow. Okay. Voilà. Donc le test container, il va me dire ici, j'ai pas trouvé ton conteneur quand j'ai fait mon pool. Il ne va même pas me donner les données, tellement il est... Hop. Bon, c'est pas grave. Donc il va me planter mon workflow. Je le savais, tout va bien. Je le savais tellement que du coup, bon, là j'ai la liste de mes workflows qui reste. Et donc je vais ajouter le workflow précédent à échouer. Mais comme le workflow précédent a échoué, j'ai quand même pushé la nouvelle version, puisque j'étais dans des étapes parallèles. D'accord? Donc si je reviens là-dessus, donc il est bien planté. Par contre, ici j'étais sur des étapes parallèles. Donc mon build new version et le push, c'est quand même fait. Ce que je ne ferais pas dans une CI normale. Si j'ai une erreur sur les tests, je ne push pas ma nouvelle version. Okay. Donc si je refais la même chose, ce coup-là, en principe, hop, il devrait me trouver la version précédente, puisqu'elle a été pushée, faire la nouvelle version et donc avoir le même diamant qui se réalise bien. Normalement, test container devrait passer. Bon, je suis désolé, c'est un peu long, mais on va vérifier que ça marche quand même. Donc j'ai bien mon diamant. Éventuellement, là, je peux enchaîner des tests. Donc je pourrais imaginer, voilà, donc là, il est passé. Je pourrais imaginer des tests unitaires, puis un déploiement sur une nouvelle instance, puis des tests d'intégration, voire éventuellement un déploiement sur de la perf, runner des conteneurs Gatling qui vont bombarder ma nouvelle application. Bref, là on voit qu'avec ce workflow, alors c'est pas très friendly, hein, on est d'accord, mais je vais pouvoir construire des choses.
une des choses que je n'ai pas utilisées, c'est les templates. Vous pouvez créer des templates de workflow. Donc ça veut dire qu'un administrateur pourrait imaginer, pour une application critique, il faut passer par les tests de perf, et il faut passer par le cluster qui s'appelle alpha, beta, zeta. Donc voilà, là on est passé, et normalement le final test devrait marcher aussi. Et c'est ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va voir qu'on va pouvoir piloter plusieurs clusters. Donc, on a bien mon version 1.0x, bienvenue à Rennes, le pays du Brescamp et de la galette saucisse, et le workflow précédent a échoué. On est bon. Cool. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Okay. Hop. Merci. On a fini avec l'étape 2. Donc, on a branché Argo Events avec Argo Workflow. Et donc, on a un embryon de CI. D'accord ? J'ai fait des tests bidons, j'ai une application bidon, mais pour l'instant, on a vraiment un chemin qui se dessine avec je récupère un commit, je tag un nouveau conteneur, je le déploie sur mon environnement. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on ferait dans un GitLab CI, dans un GitHub Action, dans un Jenkins même. Mais là, directement au sein de mon cluster. Donc, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un cluster. On revient à la presse. Pouf. Donc on a parlé de CI. Donc là, on va jusqu'à la release. Donc je release mes conteneurs dans mon registry, qui sont tagués. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est les déployer automatiquement. Donc faire une CD. Ça tombe bien. Le premier projet Argo, c'était Argo CD. D'ailleurs, c'est celui qui doit avoir le plus de stars haut la main, puisque c'est le premier qui est né, et dont le but, c'est d'emmener le continuous delivery au sein du cluster K8s. Donc, on va avoir un processus qui est là pour déployer des conteneurs, pour déployer des applications, pour déployer des Helm charts. Vite fait un peu de théorie. Comment ça marche ? Un petit peu pareil, mais avec plus d'éléments. Donc on a un serveur principal qui va s'installer, qui est là pour exposer l'API, répondre à la CLI, contrôler que l'ensemble fonctionne bien. Et puis en fait, Argo CD va pouvoir superviser plusieurs repositories de source. Donc en fait, il va se garder un repo serveur, qui va surveiller qu'est-ce qui se passe sur Git, qu'est-ce qui se passe sur GitLab, qu'est-ce qui se passe dans le projet A, B, C, D, E, F. Et lui, son but, c'est d'aller vérifier dans quel état sont les branches, les sous-répertoires qu'il va valider, et ainsi de suite. Donc il va régulièrement voir ce qui se passe. Avec ces deux éléments, on va déclencher un app controller. Donc l'unité de base dans Argo CD, c'est une application. Une application, elle appartient à un projet, on verra tout à l'heure. Donc il y a le projet qui est un grand ensemble, qui permet de ranger des applications, de donner des droits. Et donc une application, on va avoir, on est dans du GitOps, on va décrire dans notre repository Git un état souhaité. Donc l'état souhaité, c'est l'infra as code, c'est le GitOps, c'est je veux que le conteneur qui soit déployé dans mon application soit la version alpha. Okay. Qu'est-ce que va faire l'AppController ? En fait, il va réconcilier l'état souhaité et l'état constaté. Donc même principe que tous les outils d'IAC, en fait, il va vérifier les drifts, donc les écarts entre ce qu'il y a dans mon repo Git et ce qu'il y a dans mon application. D'accord ? On utilise les mêmes objets classiques que pour un déploiement cube. Donc j'ai un deployment, des répliques assets, des pods et ainsi de suite. Et c'est lui qui va gérer la cohérence de tout ça. Si dans mon deployment, je change l'image cible, alors il va se débrouiller pour supprimer le réplique asset, supprimer les pods, et ainsi de suite. Et puis il va me le faire en plus comme le fait Cube en rolling update. C'est-à-dire qu'on va avoir ma version qui va pouvoir se déployer sans interruption de service. Dernier élément, le DEX server, en fait, comme on a quelque chose qui est très puissant, au sens où je vais pouvoir
interagir avec des clusters de prod et puis aller modifier un peu tout ce que je veux, on a une sécurité renforcée. Le DEX server, c'est le serveur d'authentification. C'est lui qui va vérifier tous les rôles, les habilitations et ainsi de suite. Il peut aller se brancher sur des keycloaks, sur des LDAP, sur des choses externes pour faire cette authentification. Ça, c'est pas de la science-fiction. Il y a des clients qui utilisent maintenant Argo CD en prod pour déployer plusieurs fois par jour leurs applications. Dans un premier temps, vous pouvez démarrer avec ce qu'on verra, une appli de staging en disant bah, ok, mon staging, je le déploie à la volée, il faut que j'arrête ça. Mais en gros, on a quelque chose qui est quand même super puissant, en particulier quand on est une équipe de dev qui livre souvent, on peut aller faire des tests d'intégration de manière très très régulière. Je suis à peu près bon en temps. Alors attention, on continue à complexifier. On s'accroche, c'est bon? Ouais. Sur ma branche 1 là-haut, j'ai toujours la même chose. Mon hook, mon route 53, mon ingress, mes 3 petits pods d'Argo Events, donc c'est-à-dire mon event, mon sensor et mon trigger, qui me déclenche toujours mon workflow, qui utilise un secret, et en fait, on a toujours mon image qui est poussée dans mon registry. Jusqu'ici, rien n'a changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une étape au workflow qui va modifier la version de deploy. Donc en fait, on va check out le code, modifier le deploy et le recommit en étant utilisateur CI/CD, donc un service account qui va bien sur GitLab. Et donc je vais pousser ça. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Ben, comme j'ai dit, Argo Server, lui, il surveille des repositories qu'on lui a demandé de surveiller. La norme, c'est entre 3 et 5 minutes. Donc entre 3 et 5 minutes, il va aller voir s'il y a un delta entre l'état constaté et l'état souhaité. Et l'état demandé. Oui, souhaité, c'est ça. Donc en fait, là, comme je vais changer mon objet deployment, il va se dire, ah, il y a un truc à faire. Donc, il va parler à l'app controller pour qu'il déploie ma nouvelle application en staging. C'est bon? Vous n'êtes pas mort? Je suis désolé, hein, c'est la première, hein, il faut se chauffer. Donc on va faire ça. Ah, j'en ai tué un. On va faire ça. C'est parti. Donc, même délire que d'habitude, je crée les CRD. Les CRD, c'est quoi? Ben, c'est ce qui me permet de manipuler des app projects et des applications. Je vais créer tout un tas de rôles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Argo, tous les projets Argo peuvent s'installer au niveau cluster ou au niveau namespaced. Moi, j'ai choisi de le faire en namespaced. C'est plus complexe et on verra qu'il y a des trucs qui ne marchent pas encore complètement bien. Mais en gros, l'idée, c'était de se dire que chaque projet pourrait avoir un peu sa CI, sa CD dans son coin, sans avoir un grand Manitou que j'installe directement au niveau cluster. Donc l'idée, c'était de dire, bah, si vous voulez utiliser du Jenkins, vous pouvez utiliser du Jenkins. Si vous voulez utiliser du Argo, vous utilisez du Argo. Et dire, chacun est scoped dans son namespace et on ne déborde pas sur les autres. C'était mon but. Donc du coup, il y a des cluster roles pour qu'ils puissent surveiller ce qui se passe au niveau des différents namespaces. On a des bindings, tout va bien. Et là, c'est le gros morceau d'Argo CD, où on va déployer réellement les 3 contrôleurs. Donc j'ai bien l'application contrôleur, le DEX server, j'ai des notifications, ça c'est, je pourrais pousser dans Slack, oui, le déploiement s'est bien passé. Je ne vais pas le faire. J'ai un Redis qui sert de cache pour les états, donc savoir quel est l'état, le dernier état constaté et le dernier état, l'état souhaité, donc les comparaisons. J'ai mon repo server qui va tenir tous mes repositories Git, et j'ai mon serveur qui est la tête de pont qui pilote tout le monde. Là aussi, j'avais créé mon ingress en avance, mais je veux exposer l'interface graphique, vous allez voir, elle est sympa.
j'avais créé l'ingress en avance pour avoir le certificat qui se génère et que je n'ai pas une grosse erreur. Alors ça, j'espère que ça va passer. Voilà. Donc il génère un mot de passe par défaut, Argo Server. J'aurais pu faire un one-liner pour le remettre à vide. On a aussi la possibilité de demander le secret et de le déchiffrer. Donc j'ai le mot de passe de mon admin. Vous ne pourrez pas en faire grand-chose, mais c'est rigolo. Hop. Donc déjà, celui-là, on voit qu'il est un peu plus beau que l'autre. Bizarrement, ils ont dû travailler un peu plus longtemps dessus. Hop. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'application. Je vais faire un truc à la main. C'est pas bien, je sais, mais je vais le faire quand même. En fait, ici, j'ai installé Argo CD en mode namespace. Et il me dit, je vais surveiller tous les namespaces. Mais en fait, il n'a pas les autorisations pour le faire. Donc, il faut que je sois déclaratif. Et donc, il va pouvoir surveiller ce qui se passe dans bz-tool, dans bz-staging et dans bz-prod. Hop. Hop. Donc, on va créer le namespace bz-staging. Donc, breast staging. Le but, c'est de l'utiliser pour déployer mes applications. Donc, aller une étape plus loin, je suis dans Workflow, j'ai déployé mon conteneur, je change ma version de déploiement et je le déploie dans un espace back ASAP. J'aurais pu l'appeler Sandbox, je l'ai appelé Staging. Pour pouvoir committer, donc pour que Workflow puisse committer l'ID, il faut qu'il ait les creds. J'utilise pas les mêmes credentials parce que j'ai checkout en tant que Pablo Lopez et par contre, quand je commit en tant que service account. C'est un choix. Je vais créer un projet. Donc un projet, c'est l'objet de plus haut niveau côté Argo CD. C'est hyper simple quand on fait du Hello World. C'est beaucoup plus compliqué quand on fait de la prod. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il a une seule destination, c'est le namespace breast staging sur mon cluster par défaut. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Argo CD peut piloter plusieurs clusters. Si vous lui donnez les droits d'aller taper sur un cluster de dev, cluster de prod, cluster de staging, cluster de pré-prod, il peut piloter autant de clusters que vous voulez. Et là encore, il a droit à on peut aller assez finement dans les ressources qu'on l'autorise à manipuler. Donc en fait, par exemple, je pourrais dire le projet web server n'a pas le droit de déployer des daemon sets. Donc il sera en blacklist. Il a le droit de déployer que des réplica sets. Pareil sur les namespaces. Bref, je peux avoir une sécurité très fine. Et en fait, c'est cette partie-là qui va grossir quand vous aurez Argo en prod. Et la grosse difficulté, c'est de faire du least privilege. Le least privilege, il est assez dur. Et il y a quand même pas mal d'allers-retours. Je teste un truc, ça ne se déploie pas parce que j'ai oublié de mettre un sombre objet au fin fond du réplica set. C'est assez compliqué à faire. Donc ça, c'est le projet. Maintenant, à l'intérieur du projet, il y a une application. Elle est ici. Là encore, elle est liée à un projet. Donc elle est liée à mon projet de staging. Et je vais lui dire, tu surveilles le repo qui est ici. Tu surveilles la branche qui s'appelle Braze. Et tu surveilles le chemin qui est deployment/staging. Okay. Et du coup, tu as le droit de déployer uniquement sur le cluster courant dans le namespace breast staging. Et si le namespace n'existe pas, tu peux le créer. Pareil, dès que vous allez rentrer un peu dans les détails, palanquée d'options possibles, de quoi bien se prendre la tête. Ah, c'est déjà plus beau. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé mon projet de staging, et lui, il a été voir que... Hop. Donc, on a dit deployment, donc je l'ai commité avant. Dans deployment, j'ai staging, et qu'est-ce que j'ai dans staging? J'ai deux fichiers.
j'ai un brace flask deployment et un ingress. Donc lui, il va prendre ces deux objets et il va dire maintenant, chaque fois que tu vas les modifier, moi je vais modifier le déploiement associé. Qu'est-ce qu'il y a dans mon deployment? C'est un deployment tout bête d'une application qui s'appelle Inside Out, tiré du film Vice Versa, qui est du Flask. Okay, Flask, c'est le serveur web de Python, et qui va faire quelque chose de très simple, hop, donc ici, qui va m'exposer une page web, et en fait j'ai une image par défaut. Donc l'image par défaut, ça peut être sadness, joy, fear, disgust et anger. D'accord? Et on va jouer, on va les modifier au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un truc tout bête. Hein. Elle me remplit un HTML statique, pardon, et là, avec une image. Ok, c'est super, je me suis vraiment déchiré. Et je vais quand même déployer un ingress pour pouvoir voir ce qui se fait. Donc quand je regarde un peu ce qui se passe, donc il me dit « Oh super, elle est en bonne santé et elle est synchronisée avec ton cluster ». Et alors là, c'est l'effet waouh de la mort. L'interface graphique est super bien faite. J'espère qu'elle marchera jusqu'au bout. On verra qu'il y a un petit truc un peu tricky, mais on verra si ça marche. Et en gros, il va me dire ici, j'ai une application qui s'appelle Staging. Dedans, j'ai un service, j'ai un déploiement. Ce déploiement, ça va me créer un réplica set. Et ce réplica set, il contient un pod. Et ce pod, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, j'ai le nom de l'image, le tag, c'est sadness. C'est exactement celui que je lui ai demandé. Et en plus, j'ai un ingress. Et d'ailleurs, cet ingress, tu peux cliquer dessus. Et super, ok, je déploie sadness. Ouais, voilà, vous commencez à être chaud. Super, merci. Donc on continue. Donc j'ai un one-liner de la mort absolument hideux, mais qui fait le job. Ah tiens, j'ai fait une bêtise. Ouais. Qui va me permettre en fait d'aller changer le nom de l'image ici et de le commit. Pardon, d'ailleurs c'est pas ici, c'est là-dedans. Donc si je change bêtement le déploiement, donc j'ai un sed qui va venir targeter ici le sadness et qui va le remplacer par fear. Hop. Donc je remplace par fear, je push, et donc ça peut prendre jusqu'à 3 minutes. Donc je ne vais pas vous faire attendre 3 minutes. Il y a une commande magique qui s'appelle refresh. Ah, je suis out of sync. Donc il a vu que dans mon repository, maintenant j'ai fear, alors que j'avais sadness tout à l'heure, donc je change l'image. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un déploiement, donc en blue-green. Donc ici j'ai mon pod sadness qui a 4 minutes de vie. Et du coup, je vais aller voir mon pod ici, qui est bien fear. Si vous n'arrivez pas à lire, il faut me faire confiance. Mais en gros, il est en train de se dire, ok, mon pod fear, il est démarré, il est running, et donc si je vais ici, j'ai changé mon image. J'ai un auto-refresh. Ah, je savais que ça vous plairait, le déploiement continu, ça marche toujours. La CI, ça emmerde tout le monde, mais ça marche super. Du coup, on peut aller un cran plus loin. Et c'est là où on va commencer à vraiment faire du GitOps. C'est-à-dire que je vais pouvoir, pardon, si je ne me mets pas au bon endroit, relier mon pipeline de CI et dire en fait, une fois que tu as mis ton image dans le registry, tu changes le deployment, et donc Argo CD va venir chercher cette nouvelle version et la déployer. Ça devrait marcher. Il faut espérer. Donc mon 3.9 ici, hop, je suis toujours dans un sensor, j'ai toujours des triggers, je réagis toujours au même événement, j'ai toujours un workflow, tout ça n'a pas été modifié. Ce que je vais rajouter, alors on ne va pas le faire tout de suite, tac, on va builder disgus, hop. Donc là, j'ai un build Flask, donc je vous montre juste que j'ai changé d'application. Tout à l'heure, je buildais app, là je build mon Flask, rien de stupéfiant. C'était juste pour aller étape par étape.
Mais en gros, pour l'instant, j'ai rien fait. Donc il va aller chercher non plus une image Alpine, mais une Python Bullseye, et puis il va installer les dépendances avec pip, et il va aller pousser cette image sur le registry Scaleway, si tout va bien. Ok, donc ça c'est la partie simple, je vais le laisser tourner. Celle qui nous intéresse, c'est le 3.10. Alors là, j'ai pas trouvé plus simple, peut-être que vous avez plus simple, mais en gros, ce que je vais faire, c'est après mon canico, d'accord, je vais avoir un nouveau script qui s'appelle git update. Donc update mon repository git en disant bah, l'environnement c'est le staging. Et donc là, j'ai une Alpine sur laquelle je vais rajouter juste l'APK git et j'ai un gros script de la mort. Idéalement, je l'ai laissé ici pour ne pas vous masquer la chose, mais une fois que j'ai ça, ce script, je peux très bien l'embarquer dans ma propre image qui s'appelle tag new version, ou quelque chose comme ça. Je peux créer mon image pour qu'il ne me fasse pas à chaque fois toutes ces étapes. Là, on est plutôt bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va cloner le repo. D'accord? Il a les autorisations pour cloner le repo. Il va check out la bonne branche. OK? Il va vérifier. Donc là, je fais juste un écho. Je vais juste faire un cat du deployment. Ce qui m'intéresse, c'est que ce script soit le plus générique possible. Donc, je vais récupérer dans les paramètres l'environnement. Donc, je vais lui demander, est-ce que je suis bien sur le staging? Oui. Alors, du coup, tu vas aller vérifier tu vas aller modifier le fichier qui s'appelle deployment staging. Et comme il est en plus, il pourrait s'adapter à n'importe quelle image, là, on va taguer avec le bon nom de l'image. Donc, en fait, dans mon deployment, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais mon deployment s'appelle BZH-Flask Deployment. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux lui passer, a priori, n'importe quelle image, n'importe quelle construction d'image, et lui, il va dire, OK, je modifie le déploiement associé. Donc, ça manque un peu de contrôle, mais ça fait le job. Et là encore, on fonctionne à coup de sed, et on va venir remplacer ici le fir par le tag courant. C'est clair? Vous êtes mort? Et derrière, je commit, je push. Silence de cathédrale. Ça s'est bien passé, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça va peut-être marcher. Donc ici, je vais essayer de venir modifier mon image. Je vais l'appeler Joy. Hop, pardon. OK. Donc, Joy, on voit, elle trigger un build. Donc, je suis toujours dans mon... Je chope le webhook, j'arrive dans les events déclenchent un workflow, le workflow construit une image. Toujours un build canico, j'espère qu'il va se passer pas trop lentement, parce que depuis ce matin, c'est quand même pas la teuf. Donc, je refais mon image. Là, il y a un truc que vous auriez pu me dire, c'est en fait, on aurait pu accélérer Canico. En fait, Canico, on peut faire du cache de layer. Ça aurait surchargé pas mal la façon de déployer, donc j'ai préféré pas le faire pour pouvoir naviguer de manière à peu près fluide dans les différents file systems. J'aurais dû le lancer avant, c'est ça que je devais faire, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. On va le laisser se déployer. Et on va faire un peu de théorie en attendant. Donc en gros, j'installe mes dépendances. Ça devrait aller vite. Je chope mon snapshot. Comme ça, vous avez le temps de souffler un peu. Oui, posez des questions. Vous avez des questions? Ouais. Alors, ouais, là c'est la version de base bête et méchante où tout s'enchaîne. A priori, ce truc-là, tu le déclenches que sur une pull request, quoi, ou sur une merge request. Parce que là, à chaque commit, il y a moyen que ça fasse vraiment des trucs pourris, quoi. Là, c'était plus simple pour moi de ne pas faire des merges à tous les étages, mais en gros, bon voilà, on est dans la panade parce que le pushing, il met 3 heures, comme tout à l'heure. On va faire.
Ah ouais, pardon, je répéterai les questions. Donc la question c'est comment on fait pour gérer les conflits. Et en fait, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas de conflits sur les commits. Généralement, on ne déclenche pas les workflows sur les commits, ou alors juste les tests. Et en fait, tu as plusieurs workflows. Et comme on a vu tout à l'heure, on peut choper les événements de commit, on peut choper les événements de tag, et ben on peut aussi choper les événements de merge. Donc on a poussé... Ah là, c'est long, pardon, je suis désolé. Hein. Voilà, on a poussé sur mon Scaleway, sur mon registry Scaleway. Et là, je vais taguer ma nouvelle version. Donc en fait, je vais faire mon git checkout. Donc il a installé Git. Et donc ce qu'on voit, j'avais un cas de before. Donc le before, j'ai bien mon déploiement qui était avec FEAR. Okay, et j'ai un after où mon déploiement, il a bien un ID, un SHA-1, un SHA-1 de mon commit GitLab. Donc ça veut dire que mon application a changé. Et d'ailleurs, on voit qu'elle est en train, on va la refresh comme ça, vous n'avez pas à attendre. Et donc je suis bien out of sync. Donc il a vu que j'ai un nouveau pod qui ici ne possède plus, alors je ne sais pas si vous voyez, mais en gros tout en bas, tout là-bas, c'est plus un fear, un sadness, un machin, c'est l'ID de mon dernier commit. Et donc je ne sais plus ce qu'on lui a poussé. Qu'est-ce qu'on lui a poussé? On lui a poussé un joy parce qu'on est content, ça marche. Et voilà. Alors autant vous dire que ce matin, ça, c'était pas gagné. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai une chaîne de CI, une chaîne de CD, je peux déployer à la volée sur le staging. Donc si j'ai des applications, et là j'ai déployé qu'un pod, je peux très bien avoir un déploiement complet avec plusieurs pods qui communiquent les uns les autres. Je peux mettre des charts Helm qui me contiennent mes éléments d'infrastructure. Donc ça veut dire que éventuellement, je pourrais tous les matins créer un nouveau namespace qui contient l'intégralité de l'application et qui me permet d'avoir donc un namespace qui fonctionne en autonomie et puis avoir un shut qui vient le tuer tous les soirs et qui me permet de libérer des ressources. Ça pourrait être cool. Mais on peut faire encore mieux. Vous vous en doutiez. Donc on va faire encore mieux. Hop. Est-ce que je peux faire des mises en prod avancées? Pour l'instant, on a dit, j'ai du rolling update. D'accord? Donc rolling update, c'est cool. J'ai pas d'interruption de service, mais j'ai peu de contrôle sur ce qui va se faire. Eh ben c'est cool, puisqu'il y a un dernier, pour l'instant en tout cas, dernier projet dans la galaxie Argo qui s'appelle Rollout. Rollout, c'est des stratégies de déploiement out of the box, du Blue-Green, du Canary. Je vais me concentrer exclusivement sur le Canary parce que c'est peut-être le plus fun, mais vous pouvez faire du Blue-Green. Il y a tout un tas de paramètres, il y a tout un tas de mécanismes de fonctionnement qui permettent d'avoir de la flexibilité. Mais en tout cas, on va voir ça. Donc on a des stratégies de déploiement qui sont pré-câblées. Toujours un petit schéma d'architecture. Je me penche par là parce qu'il y a mon temps ici. Un petit schéma d'architecture. En fait, quand on est dans le cas du Canary, donc j'ai un contrôleur de rollout qui lui va me créer des objets de type rollout. Jusqu'ici, tout va bien. Ces objets de type rollout, c'est eux qui vont définir si j'ai du Canary, du Blue-Green, et ainsi de suite. Comment ça marche, le Canary? Le Canary, en fait, j'ai pas un seul service qui expose mes pods, mais j'en ai 3. Donc j'ai un qui va porter la version Canary, un qui va porter la version stable, et un qui est l'online, qui va faire justement la balance entre les deux. Donc c'est lui qui va savoir comment ça marche. Comment ça marche concrètement? En fait, Rollout va taguer les ressources avec des tags spécifiques pour savoir lesquels fonctionnent et comment il doit router le trafic. Donc en fait, il va manipuler online pour qu'on puisse taper à droite ou à gauche.
Il y a un avantage aussi en ayant ces services, c'est si vous décidez d'exposer le service Canary, vous avez un accès direct au pod Canary pour voir ce qui se passe vraiment sur le pod. Dans les stratégies de déploiement, on peut avoir des choses qui sont automatisées, c'est-à-dire je peux passer de 1% à 2% à 3% en 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 7 jours, comme certains grands voyagistes français le font. Mais en gros, je peux gérer ça. Je peux dire aussi qu'il y a des validations manuelles obligatoires. Et je peux avoir encore un autre mécanisme que je n'ai pas déployé ici, mais je peux aller aussi vérifier dans un Prometheus mon taux d'erreur. Donc par exemple, si le taux d'erreur est inférieur à 1%, alors je monte d'une étape et je passe de 20% à 40%. Et je peux aller faire ça comme ça. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai poussé mon déploiement, je pourrais imaginer avoir, si je suis vraiment très bien outillé en test, avoir une stratégie de déploiement automatique où personne ne vient vérifier. Et sur une semaine, ma nouvelle application va progressivement se déployer. Je peux même faire du routage un peu plus smart en Friends and Family, en disant si le mec a ce header, alors il va sur la version Canary. Donc tous ceux qui ont levé la main pour être bêta-testeurs, hop, je peux les router là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là ? On va reprendre notre staging, et en fait, on va avoir une nouvelle application dans Argo CD, qui est mon application de production, et elle, je ne vais pas vouloir directement livrer mon nouveau pod, je vais lui demander de faire du Canary. Donc je vais d'abord livrer 5% de mon app. Hop. Alors, hop. Et on passe à l'étape 4, et généralement, c'est celle-là qui ne se passe pas super bien. Mais on y croit. Donc je vais créer mon namespace de prod, qui va prendre mes applications de prod. A priori, ce n'est pas comme ça que je ferais dans la vraie vie, ce serait plutôt un cluster hors prod, un cluster prod. Bon, on n'est pas dans la vraie vie, on est au Brestcamp. Truc classique, vous êtes maintenant au courant, j'installe mes CRD. Dans les CRD, on voit il y a deux notions dont je ne vais pas parler parce que ça faisait trop, quoique vu le temps, je pense que j'aurais eu le temps, mais c'est pas grave, qui sont l'analysis run et l'experiment, qui sont deux types différents en fait. Donc analysis run, c'est lui qui va permettre de dire je vais checker dans un back-end des métriques pour vérifier que mon déploiement se passe bien, et c'est lui qui prend les décisions. Et les experiments, c'est je ne veux pas vraiment faire un rollout, je voudrais que tu me mettes un truc sur le côté pour que je puisse le tester à la main. Ce qui peut être utile pour les équipes de QA. Quand vous avez dans les 12 factors, on dit qu'il faut que la prod elle soit identique au hors prod. Quand vous avez une prod monstrueuse, c'est rarement le cas. Là, ça leur permet de faire des expérimentations directement en prod sur le coin. J'ai tout un tas de rôles. Jusqu'ici, tout va bien. Et on va faire un premier rollout basique. Donc le premier rollout, je vous le montre. Hop. On ferme un peu tout ça. Hop. Donc, c'est bien un type rollout. Et en fait, je vais lui demander 5 réplicas de mon pod. Donc ça, c'est comme dans un deployment. Je lui demande 5 réplicas. Et je lui dis, tu vas faire une stratégie de type Canary. Donc là, je pourrais avoir blue-green. Bref, il y a toute une syntaxe. C'est du YAML. Il faut kiffer le YAML. Au bout d'un moment, on s'y fait. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Dans ta première étape, tu vas mettre un poids à 20%. D'accord ? Donc le nouveau pod, le pod N+1, il sera déployé à 1%. Donc 20% sur 5, ça fait 1 sur 5, c'est facile, j'aime bien. Et puis dans la pause ici, j'ai rien. J'ai rien, ça veut dire qu'on va attendre de manière indéfinie. On va attendre une validation humaine pour aller plus loin. Par contre, on voit dans les différents paliers, les autres, toutes les 10 secondes, je vais rajouter 20%. D'accord ?
Et puis je vais mettre une limite au nombre de révisions, parce que je pourrais empiler des canaries sur des canaries sur des canaries. À la fin, ça fait un gros bazar. Là, je dis, en fait, on peut avoir que 2 versions en concurrence. Je pourrais en avoir 3. Il y a des stratégies pour faire du A/B testing. Elles ne sont pas super sèches à mon sens, mais on pourrait. Et derrière, en fait, je retrouve un truc hyper commun dans Cube. C'est un template de déploiement. Donc je vais lui demander de déployer Sadness, de l'exposer sur le port 5000. C'est toujours mon pod Flask. Tout va bien. On va le garder jusqu'au bout, ce pod Flask. Pendant que vous ne regardiez pas, j'ai installé un plugin kubectl. Un plugin, c'est quoi? C'est en fait quelque chose qui va venir enrichir la CLI kubectl. Donc enrichir la CLI avec des commandes Argo Rollout. Donc il va me permettre d'interroger directement les déploiements. C'est du sucre syntaxique, mais c'est bien pratique. Donc je lui ai demandé de faire mon rollout. Ok, on va grandir un peu. Je lui ai demandé de le watch. Donc j'ai 5 réplicas. Je voulais 5 réplicas, j'en ai 5. Et en fait, j'ai 5 fois le même et il ne s'est rien passé. Pourquoi? En fait, j'étais dans un état où c'est mon premier déploiement. Donc il n'a rien à remplacer. Donc il prend 5 pods et il les met directement à 100%. Comme d'habitude avec les projets Argo, un petit dashboard pour suivre ce qui se passe. Alors celui-là, c'est le dernier de la famille et il est vraiment pas sec. Il est vraiment pas beau. Le temps qui démarre, voilà. Pardon. Donc, j'ai mes différents rollouts ici. Donc le premier, c'était mon rollout de Flask. Il me rappelle la stratégie, il me dit le poids souhaité, la révision, et il me dit quels pods sont reliés à ce rollout. Quand je clique dessus, j'ai les différentes étapes de mon canary ici. Et puis, je suis en état stable. Et en fait, il y a 8 étapes. Donc ici, les 8 étapes, je passe à 20%, je fais une pause, je passe à 20%, je fais pas. Vous avez compris le délire. OK. Donc ici, je vais utiliser Argo Rollout pour directement patcher l'image. Donc l'image, c'était Sadness. Je vais lui demander de passer à Fear. OK. Merci. Et derrière, super, il m'a créé une deuxième révision qui contient bien le pod Fear et il est en train de décommissionner un premier pod Sadness. D'accord? Donc là, j'ai des pods qui cohabitent. Alors, je ne les ai pas exposés pour l'instant, mais en gros, dans mon réplica set, j'ai un mix entre mes anciens pods, Sadness, et mes nouveaux pods, Fear. Et on voit qu'ici, il est bloqué sur pause, puisque je lui ai dit de faire une pause, mais sans lui donner le temps. Donc, c'est une pause infinie. Donc, tant que je ne fais pas d'action, je reste dans ce mode-là. Pourquoi il m'embête, lui? Tu caches tout. Dans l'UI, j'ai 2 boutons ici qui sont Promote et Promote Full. Promote Full, ça veut dire je promeus le pod et je débloque cette étape de pause. Donc je vais passer à 40%, puis à 60%, puis à 80% et ainsi de suite. Donc j'avance au fur et à mesure. Promote Full, c'est en fait, je pensais que le canary c'était une bonne idée, mais là je suis dans un fast-forward de patcher la prod, j'ai pas que ça à faire, donc Promote Full, c'est déploie directement la nouvelle révision. Passe toutes les étapes et va directement à l'état final. Ça peut être utile dans des cas de patch, de fast-forward, ce genre de choses. Je vais le faire pas en console, je vais le faire à la CLI, et donc je lui demande de promouvoir mon rollout. Il est promu. Donc, on voit ici qu'on a débloqué la pause, qu'il est en train de démarrer un deuxième pod et d'en décommissionner un autre. Donc, il est en train de basculer progressivement de la révision 1 à la révision 2.
Et je peux avoir la même chose en console. Donc en console, on voit, hop, il est en train de m'en démarrer un troisième, il termine et ainsi de suite, et donc il va basculer progressivement le trafic entre les deux révisions, jusqu'à ce qu'on soit Et donc il maintient un état souhaité. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du burst. C'est en fait, si vous voulez toujours 5 pods qui marchent, vous pouvez lui dire tu peux déborder jusqu'à 6, 7 pods pour pouvoir les lancer en shadow, pour pouvoir lancer la nouvelle révision en shadow et en avoir toujours 5 actifs. Donc on voit toutes les 10 secondes, il démarre un nouveau pod, jusqu'à ce qu'il ait complètement terminé. Quand on revient dans l'interface graphique, à un moment, il va basculer l'état stable de cette révision vers la révision 2. Donc maintenant, je suis en stable. J'ai toujours ma révision 1. Je peux gérer des rollbacks assez facilement, mais je garde mes révisions et pour l'instant, il m'a dit la version stable, c'est celle-là. OK. Donc c'est cool, mais pour l'instant, j'ai des pods qui servent à rien. Donc maintenant, si je veux les exposer derrière mon Nginx, je peux le faire. Il peut le faire. Donc, toujours un objet de type rollout. Je vais redescendre un peu le terminal, pardon. Toujours un objet de type rollout. Ce coup-là, j'ai mis qu'un seul réplica parce que j'avais besoin que ce soit plus parlant pour vous. Et du coup, avec cette fois, pas un nombre de réplicas qui vont se démarrer, mais un trafic qui va être routé plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre, avec les mêmes règles, 20%, 40%, et ainsi de suite. Donc pour ça, je vais être obligé comme on l'avait vu, de déployer plusieurs services. Et c'est moi qui déploie les services, c'est pas Rollout qui les déploie. Et donc je vais lui indiquer qui est le stable, qui est le canary. D'accord ? Donc je vais avoir le stable, le canary. Et je vais lui dire comment tu fais ta partition. C'est en fait, tu vas te brancher sur Nginx. Donc il est capable de piloter l'ingress pour dire, ok, je tape un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Je peux même rajouter des annotations. Donc par exemple, mon ingress, quand il arrive et que c'est du canary, il peut me mettre des headers spécifiques, ce qui va me permettre de, moi, faire du debug au bout du bout. De dire, ah, cette requête-là, elle est arrivée sur le pod canary, c'est peut-être normal qu'elle se soit plantée. C'était pas prévu. Le reste, c'est pareil. Et là, on a la partie service. Donc j'ai 3 services. Comme je disais, je peux les exposer en node port pour aller taper directement dessus et voir comment ils sont. Je peux avoir des backdoors, en gros. Hop. Donc je vais créer mon canary rollout. Ici, j'ai démarré, j'ai FEAR et j'ai un seul pod. Comme tout à l'heure, c'est mon premier déploiement, donc il réagit en déployant la totalité des pods que je lui ai demandé. Je suis dans FEAR. Ouais, ça va. Celui-là, il n'était pas mortel. C'est bien, chaque fois que vous voyez une image, c'est... Ouf, j'aime bien. Du coup, je vais lui demander de déployer Colère. Ici, Anger. Donc, comme d'habitude, là, je passe directement par la CLI Argo Rollouts et je lui demande de déployer Colère. Il update l'image. Et dans mon rollout, j'ai bien quelque chose qui démarre avec Colère. Toujours pareil, je lui ai demandé de mettre 20% du trafic là-dessus, ce qui fait que normalement, quand je rafraîchis mon image, 1 fois sur 5, je devrais tomber sur Colère. Ça, c'est un peu la grosse blague. Généralement, tu fais 72, voilà. Donc, de temps en temps, de manière aléatoire, je tombe sur Colère. Donc, 20% du trafic va être redirigé depuis mon Nginx sur la version Colère et sur la version Peur. 80% sur la version Peur. Colère, il ne me plaît pas, il me fait un peu peur, il me fait flipper, il est tout rouge, il est pas content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un undo. Donc ici, je peux lui dire non, cette version Canary là, ça ne va pas le faire. Undo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait? Ouais, non. Pardon. Donc quand j'ai un undo, lui, il revient à l'état stable connu avant, c'est-à-dire FEAR.
il me garde quand même mes révisions. J'ai d'autres verbes qui me permettent de faire d'autres choses. Par exemple, abort. Abort, va appliquer les différentes étapes, là, les différents steps, à l'envers. Donc par exemple, si j'avais ouvert jusqu'à 80% de trafic, il va redescendre à 60, puis 40, puis... Undo, c'est vraiment remets-moi l'état stable que tu connais. Et donc là, il est en train de scale down le pod, il va me le supprimer. Et puis on va passer à Joy, parce que quand même on est content que ça marche. Donc de la même façon, pouf, on retourne là. Il est en train de me faire 20% du trafic sur Joy. Donc si je reteste de temps en temps, je devrais tomber sur Joy. Voilà, tout va bien. Donc j'ai mon 20%. Et puis ce qu'on va faire, c'est Joy, je suis content. Donc je vais le promouvoir. Et pour vous donner un peu plus de sensation de ce qui se passe, dans mon terminal, j'ai fait un curl pour voir. Alors je me suis trompé, je crois que c'était Sadness que j'avais mis, mais bon, c'est Fear, c'est pas grave. Et donc il curl, et quand il trouve Joy ou Sadness, il affiche l'un ou l'autre. À un moment, on devrait avoir, en fonction de comment ça se passe, on ne devrait plus avoir que du Joy. Donc là, on est déjà à 80%. Dans 10 secondes, on sera à 100%. Voilà. Donc j'ai mon trafic qui a basculé depuis mon pod Fear vers mon pod Joy. Merci, c'est cool. Et j'aimerais bien sortir de ce terminal. Cool. Bon. Alors ça, c'était les basiques d'Argo Rollouts. Maintenant, je vais aller les mettre dans mon projet. C'est là où on va voir si ça se passe. Je crée un nouveau projet Argo CD, qui est la production, donc qui va avoir le droit d'aller qui va avoir le droit d'aller déployer sur Braze Prod. Là encore, je ne me suis pas pris la tête, très mauvaise pratique. On ne whitelist pas tous les namespaces et toutes les ressources, c'est le mal. De la même façon, je crée une application de prod. Application de prod, même débat que tout à l'heure. Je vais regarder mon repo, la branche Braze, et le pass Deployment Production. Dans Deployment Production, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un deployment, parce que ça m'arrangeait bien qu'il ait le même nom que mon truc de staging. Mais quand on le regarde, en fait, il n'est pas du tout pareil. Donc en fait, c'est un type rollout. Donc je vais directement dans mon Argo CD poser mon objet rollout. Poser mon objet rollout, pareil, avec ma stratégie, mes différents poids, mon nombre de révisions, mon application, et je lui dis, ok, le premier conteneur que tu vas déployer, c'est Sadness. Et de la même façon, mon service stable, mon service canary et mon service qui est online qui va lui permettre de faire le routing. Je mets un ingress devant. Tout va bien. Hop. Au niveau rollout, il existe déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déployé sur Argo CD. Argo CD a vu qu'il y avait un nouveau projet à prendre. Donc il l'a pris et il l'a déployé directement. Et donc il a créé un objet rollout. Donc on va aller vérifier ça. Pardon, il faut que je fasse un peu le ménage. Hop. Donc je retourne dans ma console Argo CD. J'ai un production qui est apparu, qui est healthy et qui est synced. Ah, c'est dommage. J'ai un bug dans l'interface graphique, je vous montrerai un truc un peu plus sympa. Ouais, non, Et en fait, actuellement, c'est dommage, on ne voit pas les pods. On ne voit pas les pods raccrochés à ces... Je vais y arriver, pardon. Aux différents services. Mais en gros, je sais que j'ai 5 pods quand même. C'est un bug d'interface graphique parce que je l'ai installé de manière scoped et donc il ne voit pas l'objet rollout. J'ai un autre cluster où ça marche. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Donc je vois bien mes 3 services et mon ingress. Donc j'ai vraiment quelque chose de routé. Pour l'instant, je suis en Sadness. Okay. Ok.
j'avais scripté l'ouverture de ça. Donc maintenant, si je veux aller directement modifier ça, je peux très bien aller dans mon fichier de production et aller remplacer Sadness par Joy. Hop. Il me l'a fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors ça, c'est un bug. Ah non, j'ai fait Sadness par Sadness. Forcément, ça ne marche pas. Pardon. On va le changer. Excusez-moi, je triche. C'est pas bien, je sais. On va mettre Anger parce que j'ai raté ma démo. Ok. Ouais, du coup, j'ai fait de la daube. Il fallait que ça se plante à un moment, c'est obligé. Ok. Hop. Dans mon déploiement. Alors, il n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi? Bon. On va le faire à la main. Ah oui, et pourquoi il n'a pas marché? Parce qu'il faut attendre 5 minutes avant que ça marche. Donc je fais un refresh. Pardon. Hop là. Je suis sur staging, donc ça ne marche pas. Donc sur production, je fais un refresh. Pardon. Donc là, en principe, si tout va bien, dans ma révision, je devrais avoir quelque chose qui change, mais ça ne marche pas. Ok, eh bien on va changer de cluster, on va changer de stratégie, on va continuer. Bon, l'idée derrière tout ça, c'est de faire la totale. Je vais changer de cluster pour voir si ça marche mieux. L'idée derrière tout ça, c'est de faire la totale. Donc de modifier mon sensor. Il me reste du temps, donc je vais changer de cluster. De modifier mon sensor et donc de dire, en fait, je vais rajouter une étape. J'ai déployé le staging. Maintenant, je vais déployer la prod. Donc, je peux déployer une nouvelle version sur la prod. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier l'environnement de production. Donc, j'ai déployé le staging, je vais modifier l'environnement de production et lui coller de quoi faire une modification et du canary. Je change de cluster, je suis désolé, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais les dieux de la démo en ont voulu autrement. Hop. On va voir si ça marche mieux sur mon cluster autre. Hop. Désolé, je fast forward. On va aller changer mon route 53. Il faut toujours avoir un plan B. Forcément. Le plan B, il se passe jamais comme il devrait. Vous m'en voulez pas. Hop. Du coup, je suis obligé de changer l'URL de mon load balancer. J'avais prévu le coup. Hop. En espérant que ça marche mieux. Ça, c'est normal.
Il n'y a pas la fonction fast forward dans les démos. C'est embêtant. J'y suis presque. J'avais prévu d'avoir un peu de temps. Ok. Forcément, je suis sorti, donc c'est la misère. Du coup, je vais revenir sur ma presse, le temps que tout ça tourne. Hop. Je vous prie de m'excuser. Je ne vais pas y arriver. C'est le moment gênant. Vous avez des questions ? Non, personne, vraiment? Pas une? Pour m'aider? C'était pas clair? C'était aussi peu clair ou c'était trop clair? Oui. Oui. Alors la question c'est sur Argo Workflow, est-ce qu'on peut passer des contextes entre des tâches? Oui, tu peux. Tu as moyen de passer des arguments qui se récupèrent en sortie d'un et en entrée de l'autre. Après, sinon, il faut jouer avec les file systems et tu peux faire quelques ruses de fichiers. C'est pas hyper élégant, ça fait des trucs pas très beaux. Il vaut mieux passer plutôt des variables et essayer justement de stocker. Après, tu peux aussi piloter des ressources type bucket, ce qui te permet là justement de jouer avec des buckets, quoi. Et éventuellement même avec Argo Events, faire qu'un nouveau workflow se déclenche sur un bucket, sur un stockage dans un bucket. Donc par exemple, quand tu as de la multi-construction d'images, pour les chaîner, ça peut être pas mal de dire, en fait, je stocke ma première image dans un bucket et quand elle arrive, je vais sur du multi-step, par exemple. Hop. J'y suis toujours pas. Une autre question? Ouais. Ouais, tu as des notions de cache, en particulier enfin là, moi, ce que j'ai pas investigué Podman. Donc la question c'est est-ce qu'il y a du cache dans la CI/CD, comme il peut y en avoir sur GitLab et ainsi de suite. J'ai pas investigué pour Podman, pour Canico, tu peux stocker des layers. Là, j'étais volontairement en no cache, mais tu peux stocker des layers, mais du coup, ça demande à avoir tu peux gérer plein de stratégies, notamment sur ton cluster K8s. Tu peux avoir des file systems permanents qui te permettent de gérer ça. J'y suis presque. Hop. Alors, on va voir si les dieux de la démo sont avec moi. Hop. Forcément. Ok. Je récupère mon mot de passe. Je vais y arriver, je vous promets. Si j'y arrive pas, c'est la honte. Hop. Hop. Alors. Ok. On va juste aller vérifier ce qui se passe là-dedans. Vous n'avez pas encore vu Disgust. On va le sortir. Hop. Bon, décidément,
il veut pas. J'ai dû faire une ânerie quelque part. Ok. Eh ben on va passer à autre chose, du coup. Vous n'aurez pas la démo finale avec le Canary en prod. Mais ça marchait hier soir. Je suis triste. Si, vous pouvez la voir. On va voir si ça marche. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop, on va quand même vérifier. Faire la démo finale, même si le Canary risque de ne pas marcher. Hop. Donc, mon trigger full GitOps, qui aurait dû marcher, mais c'est pas grave. J'ai mes étapes de build new version. Donc je construis ma nouvelle version, je vais sortir avec un pod tagué avec ma révision. D'accord ? Je déploie dans le staging. Donc dans le staging, je vais aller modifier mon fichier deployment. Donc c'est pas un fichier rollout. Je le modifie avec mon tag. Donc mon staging va se mettre à jour et normalement sur mon staging, j'ai la version E3, A4 et ainsi de suite. Je vais déployer ma production et je pense que c'est là que j'ai un problème. Là, pourtant elle est bonne, c'est ça qui est bizarre. Donc je déploie ma production et là aussi je vais aller patcher mon fichier, sauf que ce n'est pas un fichier de deployment, c'est un fichier de rollout. Donc je vais lui demander d'aller me faire un rollout sur ma version de prod. Et donc mon fichier de prod, si je le refresh, est-ce que ça va marcher? C'est une bonne question. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et donc ce que vous auriez dû voir, c'est qu'ici en fait on a les pods qui vont se rajouter au fur et à mesure et qui du coup vont pouvoir se déployer au fur et à mesure, et on a même une vue ici où j'ai mon trafic et la répartition de mon trafic sur les différents nœuds, et donc mon canary. Et derrière, je peux avoir une action manuelle qui me permet de promouvoir, et donc en prod, d'avoir mon canary qui automatiquement se déploie. Je suis désolé pour l'effet démo, je n'ai pas compris. Vous aurez le repo accessible et le code qui marche en principe. Dernier étage de la fusée, il me reste 9 minutes, j'avais bien timé, si la démo était passée. Je reviens à ma dernière slide, parce que je vous avais promis du kubectl, et vous ne l'avez pas eu. Pourquoi ? En fait, là, j'ai déployé étape par étape. Donc maintenant, la démo finale qui ne marchera pas, donc je ne vais pas la faire, ce serait de dire, en fait, comment je fais pour ne plus jamais taper une ligne de kubectl. J'ai menti. En fait, je suis obligé, sur un cluster 9, de taper 2 lignes. Je vais taper une première ligne pour installer Argo CD. Donc j'installe Argo CD, et Argo CD, ça me permet d'avoir le pilotage de mon cluster. Et je fais une deuxième ligne de kubectl pour créer mon projet et mon application. Une fois que j'ai créé mon projet et mon application, je peux avoir divers projets. Je vais vous montrer ça. Hop. Je vais vous montrer ça. Même si je ne le déploie pas, je vais avoir différents projets qui vont me permettre d'avoir mon infrastructure, mes applications et ainsi de suite. Et donc, à partir du moment où Argo CD va avoir ces 2 projets, hop, décidément, il n'y a rien qui marche, c'est pas grave. Allez, on va y arriver. Donc mon Argo full GitOps qui est ici, pardon, c'est sur écran noir, c'était pas prévu comme ça, mais en gros je vais pouvoir lui dire en production, s'il veut bien, c'est pas grave, j'ai mes overlays, donc je vais pouvoir utiliser Helm ou Customize pour manipuler mes différentes ressources, et en production, je peux très bien dire, en fait Nginx est installé par Argo CD. Donc si je mets le Helm chart de Nginx dans mon espace Argo CD, alors il va le déployer. De la même façon, voilà, c'est bon, je vais y arriver.
en production, donc ça c'est mon chart de production, ben, je peux très bien dire, ok, je déploie Argo Events, je déploie Argo Workflow. Donc tout va être déployé par Argo CD. Et le truc le plus drôle, c'est qu'en fait, Argo CD peut se mettre à jour lui-même. Donc si j'ai un chart qui dit, bah, déploie-moi Argo CD, si je modifie ce chart et je passe à la version d'après, il va s'auto-déployer. Alors ça fait des trucs pas toujours super malins, mais bon, ça a le mérite de le faire. Et puis derrière, je vais pouvoir mettre mes projets. Donc je vais pouvoir créer mon staging, ma prod, et ainsi de suite. Et donc ne plus me brancher directement sur un repository Git. Donc avoir mon équipe de prod qui a un certain nombre d'outils dans le cluster de hors prod qui les manipule et qui dit ok, bah, Argo CD, on est en version 8 de 1.2, 1.3 et ainsi de suite, qui va les manipuler. Je peux avoir mes équipes de dev qui gèrent leur déploiement en disant bah, staging, j'ai envie qu'il soit comme ça, j'ai envie d'avoir un namespace spécifique parce que je veux tester cette feature qui est sur cette branche, je suis capable de le faire puisque mon Argo CD va aller vérifier, va aller valider tout ce qui se passe à l'intérieur de ce répertoire. Donc je vais pouvoir faire du filtrage. Et puis je vais avoir mon équipe de prod, voire de QA, qui va pouvoir manipuler du Canary Deployment en disant bah, ok, je branche ça directement sur mon Prometheus. Si le taux d'erreur est inférieur à 1%, ou si le taux d'erreur est dans la norme que j'ai acceptée, bah, je déploie automatiquement en Canary de midi à 14h le vendredi parce que je sens que ça va marcher. Mais en gros, là, je suis en full GitOps et je ne tape plus jamais une seule ligne de code, de kubectl. Voilà pour moi. Donc, si ça vous a plu, si vous aimez foirer des démos devant plein de monde, Whiskel recrute partout en France, à Paris, à Nantes, en full remote. Et notre mojo, c'est de devenir cloud native et Argo et sa galaxie, c'est tout à fait le genre de choses vers lesquelles nos clients devraient tendre prochainement pour arrêter d'avoir des mises en prod qui foirent. Et je vous remercie. Il me reste, ça c'est mon Twitter, et il me reste 5 minutes pour prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez envie de manger ? Non, pas de questions ? Ouais, il y en a une ici. Merci pour les démos, c'est vraiment très bien. Selon toi, le niveau de maturité de Argo Events, Argo Workflow, c'est quoi ? Est-ce que tu l'as déjà utilisé en production ou c'est vraiment juste pour faire des POC pour le moment ? Alors, ça dépend de ce que tu appelles la production. En fait, nous, on a en interne, on s'est monté un jeu qui s'appelle Abra Shambhala et en gros, on va déployer notre version 2 avec ça. En termes de stabilité, c'est pas ouf. En fait, la politique de tag, les différentes versions qui doivent s'imbriquer, là, pourquoi Rollout il marchait pas, c'est que je pense que j'ai fait une bêtise hier en modifiant CD. Et en gros, les deux n'arrivaient plus à communiquer. Donc on n'est pas encore sur un truc aussi solide que tu peux avoir sur du GitLab CI ou du GitHub Action qui est parfaitement intégré. Et même la partie, je te bidouille un peu les commits, je te fais un... Bon, ça c'est quand même pas terrible, quoi. Mais, en tout cas, je trouve que la philosophie du projet est vachement prometteuse parce que typiquement, Argo Events, tu peux l'utiliser pour faire des mécaniques similaires à ce qui se passe dans AWS, pour ne pas les citer, en disant bah, j'ai une lambda qui écrit dans un S3, qui déclenche un truc, et ainsi de suite. Et ça, cette mécanique d'événement, moi, elle me manquait cruellement et je la trouvais que chez les gros cloud providers. Et pour ça, ça marche du tonnerre. Alors, j'ai pas encore, là encore, j'ai pas l'expérience d'avoir scalé à des millions de pods, mais je pense que tout le monde n'aura pas forcément ces besoins-là. Moi, sur un petit projet serverless, ça marche nickel. Et Workflow, c'est pareil, sur un moteur de validation assez simple, en disant j'ai un fichier qui est posé, je vais vérifier que c'est bien du PDF et que donc je peux enchaîner, bah, ça marche bien aussi, quoi. Après, voilà, c'est pas. Est-ce que c'est prod ready ? Il paraît. Est-ce que je l'ai déjà mis en prod à une échelle suffisamment costaud pour l'affirmer ? Non. Voilà. Ok, merci. D'autres questions ?
Une dernière? Ouais. Salut. Salut. Je voulais savoir, est-ce que tu as des recommandations ou des préférences sur le découpage de ton repo GitOps? Tu préfères un monorepo, Ouais. des fichiers de déploiement dans chaque projet? Après, comment tu structures ça dans ton Argo CD? Est-ce que Ouais. tu vas fusionner dans un seul et même déploiement plein de services qui sont un petit Alors, peu censés tourner ensemble? J'ai caché des trucs. Parce que bon. Par exemple, ce genre de choses. En fait, le problème du monorepo, c'est quand un Argo Events, il passe son temps à se déclencher. Donc, du coup, en fait, il met à jour, il se remet à jour, il se redéclenche et c'est un enfer sans nom. Et pour ça, le monorepo, c'est vraiment la galère. Du coup, tu es obligé d'avoir des ruses comme celle-là, là, en disant, en fait, je vérifie que le premier commit, il vient bien d'un truc que je connais. Tu es obligé de checker les passes et de dire, en fait, ce trigger-là ne se déclenche que si les déploiements sont mis à jour. Donc, du coup, tu as une logique d'application, quasiment, de code qui est dans tes fichiers de déploiement. Et ouais, c'est pas hyper agréable. Le problème du multi-repo, c'est que du coup, tu dois importer 3 milliards de secrets. Et si tu dois faire tourner les clés, alors là, c'est l'enfer. Donc, et ce filtre que tu viens de me montrer, ouais. Est-ce que c'est ce qui est effectué par l'UI de Argo CD? Parce que sur l'UI, on peut... Alors ça, c'est le Argo Events, celui-là. Dans Argo CD, tu es à peu près tranquille. Argo CD, c'est à peu près bien fait, puisque c'est lui qui vient watch ton repository. Donc tu peux lui préciser des chemins, et là, c'est pratique. Là, tu peux vraiment faire de l'individuel. Par contre, c'est toute la partie avant de CI. Si tu es en monorepo, en fait, tu passes ton temps à te déclencher, puisque à la fin de ton build, tu dis je commit un fichier de déploiement, eh ben, tu es reparti pour un tour. Donc tu es obligé d'ignorer un certain fichier. Tu vois. Et du coup, j'avais des builds en cascade, je pense que j'en ai fait 852, bref. Il y a des trucs pas cool. Merci. Je t'en prie. Je crois que j'ai plus de temps. Peut-être qu'avant de manger, on peut prendre une dernière question s'il y en a une. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup.